Merci beaucoup et merci beaucoup de m'avoir invité pour porter la parole ukrainienne. Merci beaucoup, cher monsieur professeur, vous avez fait une parfaite introduction dans mon intervention. Alors, mesdames, messieurs, chers collègues, pour comprendre la situation de l'Europe de l'Est, il faut parfois regarder au-delà des alliances d'aujourd'hui. Au XXe siècle, les relations entre l'Ukraine et la Pologne ont traversé, comme vous le savez bien, des périodes très sombres, marquées par des tensions géopolitiques profondes. Aujourd'hui, la sécurité de l'ensemble de l'Europe, y compris celle de la France, dépend de la stabilité de son flanc oriental. Si le noyau historique de l'intégration et de la réconciliation européenne fut l'axe franco-allemand, la colonne vertébrale sécuritaire de l'Europe de l'Est doit désormais reposer sur une alliance stratégique. C'est dommage que le professeur est parti parce que je vais un peu déconstruire les mythes qu'il a cités aujourd'hui, mais bon. De l'Est doit désormais reposer sur une alliance stratégique indéfectible entre la Pologne et l'Ukraine. D'accord. Cette nécessité absolue fait directement écho à la vision visionnaire de Zbigniew Brzezinski qui était déjà cité aujourd'hui avec son fameux livre Le Grand Échiquier. Il affirmait déjà que la sécurité du continent ne sera totale que si l'axe Paris-Varsovie intégrait Kiev. Je le cite. C'est par la France, la Pologne et l'Ukraine que l'Europe peut devenir géopolitiquement résiliente. Une fois que la France et la Pologne auront consolidé une alliance stratégique avec l'Ukraine, celle-ci cessera d'être une zone tampon, parce que je déteste cette impression, je ne veux pas être tampon. Je suis ukrainienne et mon pays s'appelle Ukraine, et c'est un pays, ce n'est pas un tampon. Celle-ci cessera d'être une zone tampon grise pour définir le pilier oriental d'une architecture de sécurité européenne indivisible. En brisant cette alliance aujourd'hui pour des querelles politiques, c'est toute cette architecture que l'on fragilise. N'oublions pas qui instrumentalise les pages les plus sombres des relations ukraino-polonaises. N'oublions pas que Moscou applique la règle d'or de la subversion, diviser le flanc oriental de l'Europe pour créer une rupture et empêcher l'émergence d'un bloc Varsovie-Kiev qui scellerait définitivement la fin des ambitions impérialistes russes. Comment ce piège mémoriel et politique s'est-il déployé en Ukraine et la Pologne? Quelles en sont les conséquences pour notre sécurité commune? Et comment en s'en sortir surtout? C'est sur cette question que nous devons tous poser les questions et chercher ensemble les réponses. Parlons d'abord du contexte. Les véritables batailles historiques qui s'est déployée aujourd'hui autour de conflits récents entre président Nawrocki et président Zelensky. Je rappelle que, voilà, on a déjà cité, vous savez de quoi on parle, je ne veux pas répéter. Voilà, donc Nawrocki était vexé que Zelensky a signé un ordre de donner le nom à l'UPA, l'armée ukrainienne insurrectionnelle qui est considérée par les Ukrainiens comme l'armée de la résistance contre l'occupation allemande et soviétique. Et pour nous, UPA, c'est la même chose que l'armée libre de la France libre de Charles de Gaulle. Voilà, donc président Nawrocki était vexé à cet fait. Et pour surmonter la crise actuelle, nous devons d'abord comprendre la divergence des mémoires. Alors, attention, pour les Ukrainiens, l'armée insurrectionnelle ukrainienne UPA et les personnalités telles que Roman Shukhevich, Andriy Melnik, Stepan Bandera incarnent avant tout le phénomène d'une résistance acharnée et antitotalitaire contre l'Empire soviétique. Ce même empire qui aujourd'hui encore cherche à détruire notre souveraineté. Si vous voulez voir un bandériste en chair et en os, c'est moi. Voilà. Donc, résister aux occupants et résister à l'oppression, c'est pas être nationaliste et bandériste, c'est être résistant. Et je vous conseille vivement, si vous n'avez pas encore regardé le film Charles de Gaulle, regardez-le. Je pleurais tout le film, parce que je me sentis comme Charles de Gaulle, exactement. C'est Charles de Gaulle, dans ce film, il incarne tout ce que l'Ukraine ressent aujourd'hui. Par rapport de toute cette reproche et toute cette accusation des nationalistes, néonazistes, etc., etc. J'ai déconstruit d'ailleurs tous ces mythes imposés sur le soi-disant nazisme ukrainien dans mon livre.
et dans mes articles sur le site de l'Unie pour l'Ukraine. Donc, vous pouvez procurer de tout ça tout à l'heure. Pour la Pologne, l'armée de l'intérieur, Armia Krajowa, est le symbole de la défense héroïque du souverainisme polonais. Et jamais les Ukrainiens n'ont traité cette armée comme les nazis, comme les nationalistes fascisés, etc., etc. Donc, tenter de mesurer ces panthéons nationaux complexes au moyen d'une condamnation unilatérale, ce que j'ai entendu aujourd'hui, est une impasse qui mène au revanchisme et non à la compréhension. Pourtant, la voie de la maturité politique a été déjà tracée. En 2005, j'étais conseiller du ministre de la Culture ukrainien, chargé par mon ministre s'occuper de réconciliation avec la Pologne. Donc, j'ai vécu la réconciliation moi-même. J'ai fait tous les petits villages à côté, et sur le territoire polonais, et sur le territoire ukrainien, et j'ai passé cette réconciliation. J'ai lisé les textes qui étaient envoyés et par les ministres de Culture et par le président Viktor Yushchenko. Donc, c'était le programme de réconciliation sous tutelle du président ukrainien Viktor Yushchenko et président polonais Lech Kaczynski. Donc, comme je vous ai dit, j'ai participé à plusieurs cérémonies de réconciliation. Il y a 20 ans, en mai 2006, dans le village de Pawłokoma, je rappelle qu'il s'agit du village ukrainien en Pologne près de Przemyśl, dans lequel, en mars de 1945, sur le cimetière local, 366 Ukrainiens ont été fusillés par les forces de défense polonaises locales et par le détachement de l'ancien lieutenant de l'armée Krajowa. Les présidents Viktor Yushchenko et Lech Kaczynski ont démontré une immense hauteur morale, léguant aux intellectuels et aux politiciens un repère clair. Le président ukrainien Viktor Yushchenko avait alors prononcé des mots qui résonnent comme la manifeste de notre réflexion actuelle. Je les cite. « Nous ne pouvons pas changer l'histoire, mais nous pouvons changer notre attitude face à elle. La meilleure façon d'honorer la mémoire des victimes du passé est de construire un avenir dans lequel de telles tragédies seront impossibles. Notre chemin est celui du pardon mutuel et de la réconciliation chrétienne. » En écho, le grand ami de l'Ukraine, le président polonais Lech Kaczynski, laissait un testament direct aux dirigeants actuels. « Nous ne pouvons pas réécrire le passé, dit-il. Et nous ne devons pas l'oublier, mais nous ne pouvons pas permettre aux ombres du passé d'assombrir notre présent et de détruire notre avenir. La formule « nous pardonnons et demandons pardon » n'est pas un vain mot. C'est le seul fondament sur lequel les Ukrainiens et les Polonais peuvent bâtir une maison européenne commune. Cette formule du pardon mutuel, je rappelle, elle était initiée dès 1965 par les évêques polonais envers les Allemands. Et cette formule-là a été scellée à plusieurs reprises au plus haut niveau de nos États depuis 1997. Déjà en 1997, Leonid Kuchma et Alexandre Kwasniewski signent une déclaration sur la réconciliation. Attention à tous les accusateurs du nationalisme fascisé. Cette déclaration, je rappelle, était signée en 1997. On a eu le temps de le lire, comme les historiens, et de bien procurer. En 2003, pour le 60e anniversaire de la tragédie de Volhynie, exprime un regret conjoint, les deux présidents, pour toutes les victimes innocentes. Viktor Yushchenko et Lech Kaczynski, comme je le dis, en 2006, à Pawłokoma, ils inaugurent ensemble une mémoire dédiée aux Ukrainiens tués, érigeant le pardon mutuel en boussole politique. Petro Poroshenko, Andrzej Duda, 2016, il réaffirme que les différentes historiques ne doivent jamais diviser nos nations face à l'agression russe contemporaine. Mais malgré tout ce chemin parcouru, nous sommes retrouvés devant cette crise grave entre nos deux pays, comme en Ukraine considère comme la crise polonaise. Le premier, oui, c'est la crise intellectuelle polonaise plutôt. Le premier à s'être réjoui de cette crise est Dmitry Medvedev, bien sûr,
vice-président du Conseil de sécurité de Russie. Il a publié un message de félicitations rédigé directement en polonais, et c'est rejoint ce que vous dites, monsieur le professeur, pour soutenir l'extrême droite polonaise et attiser la haine entre les deux nations, allant jusqu'à proposer de remplacer le médaille de Zelensky par une croix hitlérienne. Rappelons que Medvedev était président de la Russie lors de la catastrophe aérienne de Smolensk en 2010, qui a coûté la vie au président polonais Lech Kaczynski et à toute élite politique anti-russe de l'époque. Le président polonais Lech Kaczynski, lors de son voyage historique à Tbilissi en Géorgie en 2008, alors que les chars russes menaçaient la capitale géorgienne, a prononcé cette phrase prophétique qui résonne encore aujourd'hui. Aujourd'hui la Géorgie, demain l'Ukraine, après-demain les pays baltes, et ensuite peut-être viendra le tour de mon pays, la Pologne. 16 ans plus tard, la Russie refuse toujours de restituer les débris de l'avion à la Pologne, alimentant des soupçons de l'utilisation d'une bombe thermique pour éliminer Kaczynski, qui a été l'ennemi juré de Poutine. Pour ne pas rentrer dans une polémique émotionnelle et de ressentiment d'injustice envers l'Ukraine, je préfère opérer avec les catégories froides et objectives de droit international contemporain sous un prisme des défis géopolitiques. En effet, plus ce scandale se développe, plus il devient évident que toute cette communication vise à freiner l'intégration de l'Ukraine au sein de l'Union européenne. Qui se cache derrière tout cela? Quels sont les motifs de ces forces? Quelles sont leurs attentes? Et comment sortir la tête haute de cette situation? C'est à toute cette question que nous devons répondre ensemble. Il est crucial de rappeler que le droit international pénal contemporain, ainsi que le statut de la Cour pénale internationale de la Haye, repose sur les principes du procès de Nuremberg. Ce sont donc précisément ces principes qui deviendront notre fil d'Ariane pour trouver une issue digne et neutraliser les menaces pesant sur la nouvelle architecture de la sécurité européenne. Une architecture que nous construisons en ce moment-là, en tirant les leçons de la guerre mondialisée déclenchée en 2022 par le régime poutinien de la Russie contre l'Ukraine, l'OTAN et l'Union européenne. Rappelons également que c'est précisément par des ressentiments historiques, des intentions de réviser l'histoire et de redessiner les frontières internationales reconnues que la guerre contre l'Ukraine a commencé. Il est d'ailleurs intéressant d'observer que ces mêmes facteurs sont caractéristiques des partis extrême droite et des eurosceptiques qui lèvent la tête en Europe aujourd'hui. Refusons-nous de suivre aveuglément les tendances et rappelons-nous que notre civilisation possède un brillant héritage intellectuel quand même. Je voudrais rappeler ici les paroles de philosophes, théologiens et scientifiques persans du XIe siècle, Ibn Miskawah, qui disait « L'amour véritable découle de la partie rationnelle et sage de l'âme, tandis que la colère est une réaction impulsive liée aux bas instincts et à l'ignorance. Choisissons la sagesse de l'amour pour répondre aux défis particulièrement difficiles pour l'Europe. Et le défi le principal de l'Europe aujourd'hui, c'est la crise polonaise. Regardons la réalité en face et reconnaissons que nous vivons aujourd'hui le choc de souveraineté et piège de la géographie. L'Europe de l'Est entre aujourd'hui dans une phase de recomposition où les anciens rôles s'effacent sans que les nouveaux soient stabilisés. Derrière la nervosité des débats mémoriels se cache une question fondamentale. Qui définira l'ordre géopolitique dans l'espace de l'intermario, Mejmorie, entre la Baltique et la mer Noire? Comme le souligne fort justement l'analyste polonais Marek Budzic, les hommes politiques des deux côtés sont devenus les otages des humeurs et des ressentiments populaires qu'ils ont parfois eux-mêmes alimentés. La crise actuelle n'est pas un accident, elle est le produit d'erreurs accumulées par Varsovie et par Kiev, et l'Ukraine le reconnaît. Du côté ukrainien, nous vivons une émancipation aujourd'hui, c'est une émancipation psychologique et parfois ça provoque les maladresses tactiques.
Le basculement des perceptions s'est opéré à travers plusieurs crises qu'on a vécues depuis le début de la guerre. Rappelons la tragédie de Przewodów. Lorsqu'un missile est tombé en territoire polonais, causant la mort de civils, Varsovie et Washington ont évoqué un missile d'interception S-300, soi-disant ukrainien, face à une attaque russe massive. L'Ukraine ne le reconnaît pas et nous avons nos raisons et surtout nos preuves que ce n'était pas notre missile. Ce déni persistant de Kiev a été perçu à Varsovie comme un manque de délicatesse politique, voire sous la plume de commentateurs comme Zbigniew Parafianowicz, comme une tentative d'entraîner l'OTAN dans un conflit direct. Mon objectif ici de ne pas juger cette situation. Je constate seulement juste les perceptions. Deuxième, la crise des céréales et des transports. L'Ukraine cherchait désespérément des voies d'exportation, vu les conséquences de l'agression et de l'occupation russe de la sud de l'Ukraine. Mais la Pologne a vu ses marchés déstabilisés et ses transporteurs concurrencés. Or, la solidarité stratégique qui était quand même déclarée, qu'on a senti nous tous, moi-même je passais par la Pologne et je pleurais, j'ai eu les larmes aux yeux voir comment les Polonais nous soutiennent et comment toute la Pologne était inondée par les drapeaux ukrainiens, cette solidarité stratégique, il est heurté de plein fouet à la réalité économique. Les tensions diplomatiques, et ça c'était le premier, vraiment la période de bouscule peut-être. Le discours de Volodymyr Zelensky à l'ONU, à propos de toute cette histoire avec le transport de céréales, le blocage de céréales, et les paroles d'Andrzej Duda, les paroles de toutes les deux personnes ont provoqué les tensions regrettables. Les tensions regrettables, c'est l'expression de Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères. Et à vrai dire, c'est grâce à intermédiaire, en tant que politologue et personne qui est vraiment dans les centres d'analyse et je commente la guerre dans la télévision ukrainienne et française, je peux vous dire que les Français et les Britanniques, ils ont fait beaucoup d'efforts pour cette réconciliation des Ukrainiens et des Polonais. Ce comportement traduit une transformation profonde de la conscience ukrainienne. Mais bien sûr, après tout ça, les Ukrainiens aussi, on a changé un peu l'attitude. Avant 2022, la Pologne était la porte de l'Ukraine vers l'Occident. Je me souviens très bien de 2005. Pour nous, Pologne, c'était comme icône. Je passais beaucoup de temps en Pologne. On a organisé l'année l'Ukrainienne en Pologne. On n'arrêtait pas d'avoir les réunions dans le Parlement polonais. On a signé plein de déclarations mutuelles. On a reconnu toutes nos erreurs, toutes nos fautes historiques. C'était vraiment, vous savez, pour moi, c'était la page tournée il y a longtemps. Cette histoire qui est sortie avec Novrotsky, pour moi, c'est la démonstration de l'ignorance et de la sottise politique. Voilà, et surtout l'ignorance du passé, l'ignorance de tout ce qui était fait politiquement avant, depuis 1997. Voilà, donc, Pologne pour nous était la porte pour l'Occident, notre avocat indispensable auprès de l'Union européenne et de l'OTAN. Mais avec la guerre totale, Kiev, bien sûr, avec cette guerre, Kiev est devenu un partenaire direct de Washington, de Londres, de Paris, Berlin et Bruxelles. Et la Pologne a cessé d'être perçue comme un intermédiaire obligatoire. D'où vient ce que j'appelle la crise de souveraineté de l'Ukraine. Il faut juste la reconnaître. L'Ukraine n'est plus un demandeur passif, elle est un acteur militaire majeur, doté de la plus grande expérience du combat en Europe et d'une industrie de défense autonome. Cette nouvelle subjectivité politique rejette toute posture de partenaire junior, comme on a été perçu avant tout ce temps-là par nos partenaires polonais. Quand Varsovie dicte ses conditions mémorielles, Kiev répond « Nous nous battons, nous mourrons, nous contentons la Russie, vous ne nous décrétez pas notre panthéon ». Ce qui est souveraineté pour les unes devient une offense pour les autres. Voilà, donc ça c'était du côté ukrainien. Du côté polonais, qu'est-ce que nous observons? Un leadership entravé par les luttes internes. La Pologne porte également une lourde responsabilité. Le président polonais a politiquement exacerbé les tensions, notamment autour de la polémique symbolique autour de cette fameux l'ordre de Aigle Blanc. Pour votre information, cette médaille était décernée aussi à Mussolini, à Catherine II, et personne n'a retiré ses ordres auprès de ces gens-là. Mais bon, passons.
Kiev répondu à Novrotsky, nous pensons que Kiev a répondu à cette hystérie de Novrotsky par une logique, logique du miroir, ça veut dire par des trucs d'absurde. De son côté, le gouvernement de Donald Tusk, après près de 3 ans de toute cette tension interne de Pologne, n'est pas réussi à bâtir un cadre stratégique pour s'extraire de la politique de réaction immédiate. Profondément divisée au niveau interne, la classe politique polonaise instrumentalise la question ukrainienne. La peur de l'opposition paralyse le gouvernement, l'empêchant de prendre des décisions audacieuses. L'exemple de la mission de maintien de la paix ou de bouclier aérien est révélateur. Par crainte des critiques intérieures, le Premier ministre a opposé une non catégorique à des initiatives de coopération régionale qui auraient pu impliquer les pays baltes avant que Varsovie ne s'indigne paradoxalement de ne pas être inclus dans la coalition des bons volontaires. Et maintenant, après, le président Novrotsky était étonné pourquoi elle n'était pas invitée à la dernière réunion à Londres, à la veille de G7. Mais bien sûr, parce qu'il a refusé toute l'initiative de cette coalition des bons volontaires. Le fait que le ministre Radoslav Sikorski doive réclamer dans la presse allemande l'inclusion de la Pologne dans le format E3 plus l'Ukraine, cette fameuse réunion à Londres, ou que Donald Tusk déclare que Varsovie ne se sentira pas liée par des décisions de sécurité prises sans elle, montre une perte définitive. À vrai dire, nous pensons qu'une puissance régionale ne réclame pas une place à table. Elle dresse la table plutôt. Alors, quel est le piège de la géographie? Kiev ne pense pas de contourner Varsovie sous prétexte que les grandes décisions se prennent ailleurs. Kiev, tout simplement, n'a pas le temps à perdre pour convaincre le président Novrotsky que nous ne sommes pas des nazis. Voilà, donc. Mais la géographie est immuable. La Pologne demeure le principal corridor terrestre vers l'Occident. C'est une hub logistique et militaire indispensable de l'OTAN et le flanc arrière de l'Ukraine. Il dispose d'immenses leviers de pression économique, migratoire et douanière. De la même manière, la Pologne ne peut effacer le fait que sa propre sécurité repose aujourd'hui sur le sacrifice de l'armée ukrainienne. Et je répète, le sacrifice de l'armée ukrainienne. Varsovie doit accepter que l'Ukraine a changé de statut. L'ancienne idée romantique de l'intermarium, où la Pologne était le centre naturel et l'Ukraine le cadet stratégique, est morte. Voilà. L'histoire de Velika Polsha від може до може, on pourrait le restaurer, mais en reconnaissant que tous les partenaires sont égaux. Si Kiev mise tout sur un axe post-américain, en se tournant vers l'Europe, en l'Europe occidentale, Paris, Berlin, Londres, il n'oublie pas que la tentation de business as usual avec Moscou pourrait renaître dès que la menace semblera continue. Donc l'activation de l'idée de l'intermarium reste toujours de l'actualité pour nous, mais un peu de l'autre manière. À son tour, Varsovie commet peut-être aussi une erreur de se focaliser excessivement sur le seul parapluie américain de l'administration Trump, tout en se privant d'un accélérateur technologique de militaire unique. L'expertise ukrainienne en matière de guerre des drones, de guerre électronique et de logistique sur le feu. Le constat est donc cruel pour les deux pays. La Pologne donne l'illusion de la faiblesse par ses divisions internes et l'Ukraine risque d'effrayer ses voisins par sa subjectivité militaire. Nous sommes entrés ainsi dans la période de changement des certitudes. Parfois, nous sommes trop sûrs de tout ce que nous savons et tout ce que nous considérons comme le fait accompli. Il faut parfois être plus ouvert et ouvrir l'esprit pour voir que le monde change. L'échiquier change. Le rapport des forces change. Sans l'Ukraine, la Pologne redevient une simple marche frontière anxieuse face au monde russe. Sans la Pologne, l'Ukraine perd son ancrage régional le plus sûr. Et nous sommes très conscientes de cette interdépendance. Ainsi, face à ces menaces existentielles, nous sommes condamnés à trouver, nous sommes vraiment condamnés, nous sommes obligés à trouver la solution juste et sage, faute de quoi nous perdons à la fois et la Pologne
et l'Ukraine. Conclusion. L'histoire de l'Europe de l'Est punit toujours ceux qui confondent l'émotion et la stratégie. Le nouvel intermarium, le nouvel zone, la force entre les deux mers, la mer Baltique et la mer Noire, n'est plus être un monologue polonais. Il doit être une construction froide, pragmatique, parfois inconfortable, mais vitale. Pour désamorcer ce conflit politique et mémorial, il est indispensable de revenir aux catégories froides et rigoureuses du droit international contemporain. Je rappelle, le tribunal militaire international de Nuremberg a défini de manière stricte le nazisme comme le national-socialisme allemand, une idéologie criminelle d'agression militaire structurellement liée à des atrocités de masse. Or, attention, l'armée insurrectionnelle ukrainienne ou pas n'était en aucun cas une composante du Parti national-socialiste allemand. Et le verdict de Nuremberg n'a jamais attribué une telle qualification à cette armée de résistance ukrainienne. Dès lors, sur le plan du droit purement international, toute assimilation de l'UPA au nazisme révèle de la diffamation et de la manipulation sémantique. Et l'Ukraine va se battre maintenant dans toutes les instances internationales pour faire revenir l'honneur de l'armée résistance ukrainienne et pour Bandera et pour Shukhevich et pour Melnik. Cependant, au-delà de la stricte qualification juridique des structures, l'histoire de cette période charrie des traumatismes profonds et des exactions mémorielles qui ne peuvent être ni niées ni instrumentalisées à des fins politiques contemporaines. Pour trouver une issue digne à ce différend qui oppose Varsovie et Kiev, il convient de s'inspirer par les réflexions du magistrat et philosophe français Antoine Garapon, qui était l'auteur du livre blanc de la justice transitionnelle pour le ministère des Affaires étrangères françaises, dans son ouvrage Des crimes qu'on ne peut ni punir ni pardonner, en constatant que face au drame de l'histoire, la justice pénale classique est parfois insuffisante. Il est nécessaire de déployer une justice réparative et transitionnelle pour penser des plaies que le temps seul ne peut guérir. Seul un travail conjoint, dépouillé des ressentiments et des accusations infondées du nazisme, permettra de rendre justice aux victimes de part et d'autre, tout en préservant l'architecture de sécurité européenne que nous construisons ensemble aujourd'hui. Pour sortir de cette impasse mémorielle qui paralyse notre avenir et l'avenir de toute l'Europe, je proposerai, et c'est une proposition pas de moi, mais de tout un groupe du travail et des grands scientifiques ukrainiens, aujourd'hui créer un projet de commission indépendante de vérité et de la réconciliation Pologne-Ukraine sous tutelle internationale, en présence des tiers neutres, les spécialistes du droit international, garants de loyauté de la démarche et les historiens porteurs rigoureux des faits. Un double objectif de telle commission. Il s'agit d'une part de mettre en lumière les faits à travers une vérité historique, partagée et incontestable, et d'autre part de donner une qualification juridique rigoureuse pour nommer le passé avec les mots du droit, offrant ainsi un indispensable closure effect, effet de clôture mémorielle, élucider le passé pour libérer l'avenir. Mesdames, Messieurs, ne laissons pas les ombres du passé détruire le pilier de notre sécurité future. Choisissons la vérité et le droit pour offrir à l'Ukraine et à la Pologne le chemin d'une mémoire apaisée et d'un destin partagé. Merci beaucoup pour votre attention.